Avant que quiconque puisse réagir, il a plongé son bras entier dans l'huile bouillante. J'avais toujours pensé que travailler dans une grande chaîne de fast-food serait une expérience temporaire, juste un moyen de payer les factures en attendant de trouver quelque chose de mieux. Mais je n'avais jamais imaginé que cela se transformerait en un véritable cauchemar, un souvenir qui me hanterait pour le reste de ma vie. La manager de notre restaurant, une femme nommée Sophie, était connue pour sa sévérité. Elle n'hésitait pas à crier sur ses employés pour la moindre erreur, peu importe si c'était justifié ou non. Sophie avait cette capacité à faire sentir à chacun de nous qu'il n'était rien de plus qu'un rouage remplaçable dans la machine du restaurant. Mais ce n'était pas moi qui subissais le plus ses foudres. Il y avait un employé, nommé Julien, qui travaillait là depuis bien plus longtemps que moi. Julien était différent. On voyait bien qu'il était sur le spectre autistique, même si, extérieurement, il semblait normal. Il était extrêmement méticuleux dans son travail, toujours poli et jamais un mot plus haut que l'autre. Mais Sophie n'avait aucune pitié pour lui. Chaque jour, on voyait la colère grandir dans les yeux de Julien, alors qu'elle le harcelait constamment, lui ordonnant de rester après la fermeture pour faire les pires tâches, comme nettoyer les toilettes. C'était injuste et cruel, mais Julien ne se plaignait jamais. Il obéissait toujours en silence, comme un ange qui accepte son sort. Mais un jour, tout a basculé. Nous étions en pleine période de rush, et comme d'habitude, Sophie était sur le dos de Julien, lui criant dessus pour qu'il soit plus rapide. On pouvait voir que Julien était à bout. Son regard était différent ce jour-là, plus sombre, plus résolu. Puis, soudain, quelque chose a craqué en lui. Il a commencé à rire, un rire maniaque qui a figé tout le monde sur place. Sans prévenir, il s'est dirigé vers la friteuse, toujours en riant, et a dit qu'il en avait marre, qu'il n'en pouvait plus. Avant que quiconque puisse réagir, il a plongé son bras entier dans l'huile bouillante. La scène était horrible, au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. J'étais paralysé par la terreur, incapable de détourner le regard. Quand il a retiré son bras, la peau était brûlée, boursouflée, dans un état si terrible que j'en ai immédiatement vomi. Julien, malgré la douleur, a simplement pointé du doigt Sophie et a dit que c'était de sa faute. Puis il s'est effondré, inconscient, terrassé par la douleur. Nous avons immédiatement appelé une ambulance, mais les minutes qui ont suivi ont semblé durer une éternité. Quand ils sont finalement arrivés, Julien était toujours inconscient, et il a été emmené d'urgence à l'hôpital. Après cet incident, Sophie n'a plus jamais été vue au restaurant. On nous a dit qu'elle avait été licenciée, et je n'ai ressenti aucune pitié pour elle. Pour ma part, quelques jours plus tard, j'ai déposé ma lettre de démission. Je ne pouvais plus travailler dans cet endroit, pas après ce que j'avais vu. Cette expérience m'a marqué à jamais, et même des années plus tard, je revois encore cette scène dans mes cauchemars. Travailler dans ce fast-food aurait dû être un simple emploi temporaire, mais cela s'est transformé en un souvenir terrifiant que je ne pourrai jamais effacer. Il y avait un client venait tous les jours, à la même heure, et passait toujours la même commande. C'était une routine presque sacrée pour lui, et je l'avais remarqué dès mes premiers jours dans ce fast-food. Le menu qu'il prenait était le plus populaire de notre chaîne, un combo classique que tout le monde semblait apprécier. Les ingrédients de ce menu ne manquaient jamais, justement parce qu'il était tellement demandé. Chaque fois qu'il entrait, il se dirigeait directement vers le comptoir, sans hésiter. Il ne disait pas grand-chose, simplement le strict nécessaire pour passer sa commande. Il payait en silence, attendait son plateau, puis s'installait toujours à la même table, près de la fenêtre. Il mangeait méthodiquement, chaque geste semblant calculé, presque ritualisé. Pour nous, il était devenu une sorte de personnage familier, une constante dans nos journées de travail. Mais un jour, les choses ont pris une tournure inattendue. Il y avait une grève des transporteurs, et nos livraisons n'étaient pas arrivées ce matin-là. C'était une situation rare, mais cela signifiait que nous manquions de certains ingrédients essentiels pour plusieurs de nos menus, y compris celui qu'il commandait chaque jour. Je me souviens d'avoir ressenti un certain stress en anticipant sa réaction, mais jamais je n'aurais pu imaginer ce qui allait se passer. Quand il est arrivé ce jour-là, je l'ai vu se diriger vers le comptoir comme d'habitude. Il a passé sa commande, et je lui ai expliqué calmement que,
malheureusement, nous n'avions pas les ingrédients nécessaires pour préparer son menu habituel à cause de la grève. Au début, il est resté silencieux, figé. Puis, soudain, une panique visible s'est emparée de lui. Il a commencé à trembler, ses yeux s'écarquillant de terreur. Il a répété plusieurs fois, d'une voix de plus en plus agitée, que ce n'était pas possible, que nous devions le servir. Puis, sans prévenir, il a commencé à crier, sa voix résonnant dans tout le restaurant. Il hurlait qu'il ne pouvait pas supporter ça, que s'il ne mangeait pas son menu habituel, il allait se suicider. Avant que nous puissions faire quoi que ce soit, il a sorti un cutter de sa poche et l'a brandi devant lui. La panique s'est emparée du restaurant, les clients autour de lui se sont éloignés, certains sont même sortis en courant. Il continuait de crier, totalement hors de contrôle, sa voix montant encore d'un cran. Nous avons immédiatement appelé la police, mais les minutes avant leur arrivée ont semblé interminables. Je me souviens de la terreur qui m'envahissait, de l'impuissance totale que je ressentais. Mes collègues étaient tout aussi désemparés, personne ne sachant comment réagir face à une telle situation. Heureusement, la police est arrivée rapidement et a réussi à calmer la situation. Ils l'ont emmené, mais ce qui m'a choqué, c'est ce que mes collègues m'ont raconté après coup. Apparemment, ce n'était pas la première fois que cela se produisait. Il avait déjà fait la même chose 2 ou 3 fois auparavant, chaque fois pour la même raison. Il souffrait de graves problèmes de santé mentale et était régulièrement interné dans un centre spécialisé. Mais après quelques mois, il était libéré et revenait inévitablement dans notre restaurant, reprenant sa routine jusqu'à ce que quelque chose déclenche à nouveau cette crise. C'était une journée que je n'oublierai jamais. J'avais 19 ans à l'époque, et je travaillais dans un KFC situé dans un quartier un peu difficile. Ce jour-là, c'était une journée tranquille, avec peu d'activité. Il n'y avait que 3 employés en service, et pas un seul client dans le restaurant à ce moment-là. C'était le genre de journée où l'on s'attend à ce que rien de notable ne se passe. Puis, un jeune couple est entré. Ils avaient l'air vraiment mal en point, presque hagards, comme s'ils étaient en plein dans quelque chose de bien plus sombre que ce qu'on voit d'habitude. Ils sont allés directement vers les toilettes sans même jeter un coup d'œil au comptoir. Après un certain temps, la jeune femme est sortie en courant, hurlant pour demander de l'aide. Elle était en panique totale, et elle nous a dit que son petit ami était allé dans les toilettes des hommes pour se droguer à l'héroïne et qu'il ne répondait plus. Elle m'a supplié de faire quelque chose, mais je me sentais déjà complètement dépassé par la situation. Mon manager a immédiatement appelé une ambulance pendant que je m'efforçais de défoncer la porte. Mais ce n'était pas aussi facile que dans les films, je n'étais pas Chuck Norris. J'ai dû courir chercher des outils et, après plusieurs tentatives, j'ai enfin réussi à ouvrir la porte. Ce que j'ai découvert à l'intérieur restera gravé dans ma mémoire pour toujours. Le garçon, qui devait avoir 17 ans à peine, était étendu sur le sol, bleu et froid. Une seringue gisait à côté de lui, et il avait du sang dans la bouche, ce qui m'a empêché de tenter le bouche à bouche. Son pouls était faible, à peine perceptible, mais je n'avais pas le choix. J'ai commencé les compressions thoraciques, tout en essayant de garder mon sang-froid. Tout le temps où je m'efforçais de le sauver, sa petite amie criait, me suppliant de le ramener à la vie. C'était une scène de désespoir total, un moment où je pouvais presque sentir le poids de la vie de ce jeune homme s'échapper. À un moment donné, j'ai eu cette horrible sensation, comme si je pouvais ressentir l'instant où il a quitté ce monde. C'était comme si le fil de sa vie avait été coupé juste devant mes yeux. L'ambulance est arrivée quelques minutes plus tard, mais il n'y avait plus rien à faire. Ils ont essayé de le réanimer, mais c'était trop tard. Il était parti. Quelques jours plus tard, sa mère est venue au restaurant. Elle avait les larmes aux yeux, mais elle a tenu à nous remercier d'avoir essayé de le sauver, même si nous n'avions pas réussi. C'était un moment déchirant, car il n'y avait pas de mots pour apaiser la douleur d'une mère qui venait de perdre son fils. Il y a eu des interrogatoires avec la police, des nuits pleines de cauchemars, et un sentiment persistant d'impuissance qui me hante encore aujourd'hui. Cela fait maintenant 17 ans, mais je pense souvent à ce garçon. Je me demande ce qui aurait pu être différent, si j'aurais pu faire plus, ou si cette situation était inévitable. Je suis un homme de 20 ans, et j'ai travaillé dans un fast-food pendant 2 ans.
À l'origine, j'avais postulé pour ce travail après une dispute avec ma mère. J'avais 18 ans à l'époque. Elle m'avait dit que je ne valais rien. Bien sûr, elle ne le pensait pas vraiment, mais ces mots m'ont profondément blessé. J'ai postulé à plusieurs emplois, mais la plupart des recruteurs m'ont simplement éconduit avec un sourire en coin. Puis, il y a eu ce manager chez Sonic, le restaurant où l'on se gare pour manger. Il a vu en moi un jeune avec une forte éthique de travail. J'ai travaillé là-bas pendant 1 an et demi, et j'ai fini par obtenir des privilèges supplémentaires. Je faisais les quarts de nuit, je m'occupais des boissons et de la préparation des repas, etc. J'étais plutôt enthousiaste à cette idée. J'avais toujours supplié mon manager de me laisser faire ces tâches, mais à cause de mon jeune âge, les lois sur le travail étaient très restrictives. Je me souviens bien de ma première nuit de travail. Tout se passait sans encombre. J'avais des amis du lycée, des juniors, qui travaillaient aussi de nuit avec moi. À un moment donné, le standard, celui par lequel nous prenons les commandes depuis les places de stationnement, a commencé à sonner. La voix à l'autre bout était très faible et pleine de grésillements. Pourtant, cette borne en particulier n'avait jamais posé de problème auparavant. J'ai haussé les épaules et j'ai pris la commande du gars. C'est moi qui ai eu la chance d'apporter cette commande à la voiture. Quand je me suis approché, les vitres teintées étaient complètement noires. J'ai ressenti une étrange sensation dans l'estomac, un malaise que je n'ai pas pu ignorer. J'ai frappé doucement à la vitre pour ne pas effrayer la personne à l'intérieur. Mais il n'y a eu aucune réponse. J'ai alors essayé de regarder à travers le pare-brise, la seule partie non teintée. C'est à ce moment-là que mon cœur a fait un bond. Il y avait du sang partout. Sur le siège, sur le volant, sur le tableau de bord. Et là, je l'ai vu, l'homme avec la gorge tranchée. J'ai failli vomir. J'ai lâché la nourriture que je tenais et je suis rentré en courant à l'intérieur, terrifié. Mon manager a immédiatement appelé la police pendant que mes amis essayaient de me calmer, car je commençais à hyperventiler. Je n'ai plus jamais pris de quart de nuit après cet incident. Quelques mois plus tard, j'ai démissionné. C'était une soirée ordinaire, un de ces soirs où rien ne sort de l'ordinaire. Je travaillais avec un collègue, et nous devions fermer le restaurant ensemble. Cependant, ce soir-là, il y avait un match de football qu'il ne voulait absolument pas manquer. Il m'a demandé, presque suppliant, si je pouvais m'occuper de la fermeture toute seule. Étant d'un naturel accommodant, et ne voyant pas de problème particulier à cela, j'ai accepté sans hésiter. Tout se passait bien. J'avais nettoyé la cuisine, fermé la caisse, et il ne me restait plus qu'à m'occuper de la zone frigorifiée. C'était la dernière tâche de la soirée avant de pouvoir rentrer chez moi. Je me suis dirigé vers la chambre froide, portant seulement un simple t-shirt, car je n'avais pas prévu d'y rester longtemps. Une fois à l'intérieur, je me suis concentré sur le nettoyage et l'organisation des étagères. Mais soudain, les lumières se sont éteintes. Tout est devenu noir. Je me suis figé, essayant de comprendre ce qui se passait. C'était une panne d'électricité, et je savais que la porte de la chambre froide avait un mécanisme électrique. Mon cœur s'est mis à battre plus fort lorsque j'ai réalisé que j'étais enfermé à l'intérieur. J'ai immédiatement commencé à crier, à frapper la porte, espérant que quelqu'un, n'importe qui, m'entendrait. Mais le restaurant était vide. Mon collègue était parti regarder son match, et j'étais seul. Le froid de la chambre froide, qui ne m'avait pas semblé si intense au début, a commencé à devenir insupportable. Au bout de 30 minutes, mes mains étaient engourdies, mes dents claquaient, et le froid commençait à devenir douloureux. Je savais que c'était dangereux de rester là. Le froid mordant me pénétrait jusqu'aux os, et je sentais la fatigue s'installer, une envie irrésistible de dormir. Mais je savais aussi que si je fermais les yeux, je risquais de ne jamais les rouvrir. J'ai lutté contre cette envie, tapant faiblement contre la porte, mais mes forces me quittaient. Le reste est flou. Je ne me souviens de rien après ce moment. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais à l'hôpital. On m'a raconté que j'avais été retrouvée inconsciente dans la chambre froide. Mon collègue, en rentrant chez lui, avait réalisé qu'il avait oublié quelque chose et était retourné au restaurant. C'est à ce moment-là qu'il m'avait trouvé, juste à temps pour appeler les secours. Les médecins m'ont dit que j'avais eu de la chance. Encore quelques minutes de plus,
et le froid aurait pu me tuer. Cette nuit-là, j'ai compris à quel point les choses peuvent rapidement dégénérer, même dans un environnement aussi banal qu'un fast-food. Depuis cet incident, je ne peux plus entrer dans une chambre froide sans ressentir un frisson glacé, non seulement à cause du froid, mais aussi à cause de la peur. Quand je travaillais dans ce fast-food, il y avait un client régulier que tout le monde détestait. Il était impossible de ne pas le remarquer. Il était d'une obésité morbide, au point où sa simple présence changeait l'atmosphère du restaurant. Dès qu'il franchissait la porte, on pouvait entendre sa respiration lourde et laborieuse, comme un souffle court et rauque qui résonnait dans l'air. Il avait une odeur persistante, presque suffocante, un mélange de sueur et de malpropreté qui restait longtemps après son départ. Ce n'était pas seulement son apparence ou son odeur qui le rendait inoubliable, mais aussi son comportement. Il était toujours désagréable, voire agressif, avec le personnel. Si sa commande n'était pas exactement comme il le voulait, il se mettait en colère, lançant des insultes à droite et à gauche. Parfois, lorsqu'il toussait, cela ressemblait davantage au râle d'un animal qu'à une toux humaine. Ce bruit glaçait le sang. Chaque jour, il venait à la même heure. Il passait sa commande habituelle, un méga menu avec tout ce qu'on pouvait imaginer, des burgers, des frites, des sodas en grande quantité. Une fois servi, il allait s'asseoir dans un coin isolé, où il mangeait seul, engouffrant sa nourriture à une vitesse alarmante. Un jour, tout a basculé. Il était venu comme d'habitude, avait commandé son menu habituel et s'était installé à sa table habituelle. Mais cette fois-ci, quelque chose n'allait pas. Alors qu'il mangeait, nous avons commencé à entendre sa toux, plus forte, plus intense que d'habitude. C'était un son terrifiant, presque inhumain. Il s'étouffait. Les autres clients se sont tournés vers lui, certains horrifiés, d'autres paralysés par la peur. Nous, les employés, avons couru vers lui, essayant de l'aider. Mais comment aider un homme de cette taille? Nous étions impuissants. Chaque tentative pour le soulager semblait vaine. Il continuait à tousser, son visage devenant de plus en plus rouge, ses yeux écarquillés par la panique. Nous avons appelé les pompiers immédiatement. Quand ils sont arrivés, même eux ont eu du mal à intervenir. L'homme était trop lourd, trop volumineux pour être correctement pris en charge. Le temps passait, chaque seconde semblait interminable, et la panique grandissait dans le restaurant. Finalement, ils ont réussi à le soulever tant bien que mal et l'ont emmené d'urgence à l'hôpital. Nous sommes restés là, les mains tremblantes, les esprits en ébullition, incapables de comprendre pleinement ce qui venait de se passer. Le silence pesait lourdement, seulement interrompu par les murmures des clients qui n'osaient pas prononcer un mot plus haut que l'autre. Après cet incident, nous ne l'avons plus jamais revu. Son absence laissait un vide étrange, presque palpable, comme si quelque chose d'indescriptible manquait. Peut-être avait-il survécu, peut-être pas. Personne ne le savait vraiment, et personne n'osait poser la question. Le souvenir de cet homme, de ces toux animales et de ce jour où il s'était effondré dans notre fast-food, restera gravé dans ma mémoire, un rappel que même dans les endroits les plus ordinaires, des tragédies inimaginables peuvent se produire. Au début, tout semblait normal. J'étais une nouvelle employée, un peu timide, essayant de m'intégrer et de bien faire mon travail. Mon chef, Philippe, était un homme d'une quarantaine d'années, un peu étrange mais pas plus que d'autres. Il aimait parler de ses passions, notamment les animes. Au début, je ne voyais rien de mal à ça. Chacun ses goûts, me disais-je. Les premières semaines se sont déroulées sans encombre. Philippe semblait amical, peut-être un peu trop, mais rien de suspect. Puis, petit à petit, les choses ont commencé à changer. Il a commencé à me faire des compliments, au début anodins, « Tu travailles bien, je suis content de t'avoir dans l'équipe. » Mais rapidement, ses paroles sont devenues plus personnelles, « Tu es vraiment jolie, tu sais, ou encore, tu as un sourire qui illumine ma journée. » Je me sentais de plus en plus mal à l'aise, mais je ne savais pas comment réagir. Après tout, il restait mon supérieur, et je ne voulais pas perdre mon emploi. Alors, j'ai tenté de prendre de la distance, d'éviter les discussions trop longues avec lui. Mais il a commencé à m'envoyer des messages en dehors des heures de travail. Des messages privés, parfois tard le soir. « Tu fais quoi ce soir ?
Tu veux qu'on se voie après le travail? Je répondais toujours poliment, essayant de décliner sans le froisser. Un jour, il m'a demandé si je pouvais le raccompagner chez lui après le service. J'ai prétexté être pressé, mais il a insisté. À partir de ce moment, son comportement est devenu de plus en plus oppressant. Il n'hésitait pas à me montrer des images sur son téléphone, des photos d'animes qui glissaient souvent vers quelque chose de plus dérangeant. Des images de hentai, explicites et grotesques, qu'il regardait avec une fascination malsaine. Il en riait, comme si c'était la chose la plus normale du monde. « Regarde ça, c'est marrant, non ?» Je ne savais jamais quoi répondre, mon estomac se tordant à chaque fois qu'il me montrait une nouvelle image. Puis un jour, j'ai entendu une rumeur qui m'a glacé le sang. Une autre employée, une ancienne, m'a confié que Philippe avait passé quelques années en prison. Le motif? Possession de pornographie infantile sur son ordinateur. J'étais sous le choc. Soudain, tous les signes que j'avais ignorés ou minimisés prenaient un tout autre sens. Je me suis senti piégé, coincé dans cet environnement où mon chef, un homme avec un passé si sombre, exerçait un pouvoir sur moi. Le lendemain, j'ai pris la décision de ne plus revenir. Je ne me sentais plus en sécurité, ni moralement, ni physiquement. Je suis allé voir le propriétaire du fast-food et j'ai démissionné sur le champ, sans donner trop de détails, mais en laissant entendre que Philippe me mettait mal à l'aise. Je n'ai jamais parlé à personne de ce que j'avais enduré. Mais ces images, ces messages, ce regard qu'il posait sur moi, tout cela continue de me hanter. Je me demande souvent combien d'autres filles ont dû passer par là, sans jamais oser parler, tout comme moi. Travailler dans ce fast-food devait être une simple étape dans ma vie, mais cela s'est transformé en un cauchemar dont je me remets encore. Il y a plusieurs années, je travaillais dans une pizzeria du Midwest. C'était une petite affaire, avec seulement 4 employés, et j'avais une sorte de relation amicale avec le propriétaire. On n'était pas des amis proches, mais on s'entendait bien. C'était le genre de boulot où tout le monde se connaissait, et les journées se suivaient sans grande surprise. Un jour, j'ai eu la pire migraine de ma vie, combinée à une rage de dents insupportable. Je n'en pouvais plus. Je me souviens que la douleur était si intense que je ne pouvais presque pas me concentrer. J'ai dit à mon patron que j'avais besoin de partir pour acheter quelque chose contre la douleur, du Tylenol ou n'importe quoi qui pourrait m'aider à tenir le coup. Je lui ai promis que je serais de retour rapidement. Il m'a regardé et m'a dit que je pouvais simplement rentrer chez moi. Il savait que je travaillais tout le temps, et je suppose qu'il pensait me rendre service. Je me suis senti soulagé, prêt à partir, quand tout à coup, un de nos collègues a appelé pour dire qu'il était malade. À ce moment-là, mon patron m'a supplié de rester. Je pouvais voir qu'il était stressé par le manque de personnel, et malgré ma douleur, je comprenais la situation. Mais je lui ai répété que j'avais vraiment besoin d'aller chercher quelque chose pour apaiser ma douleur avant de pouvoir continuer. C'est là que les choses ont pris une tournure étrange. Il a secoué la tête, clairement irrité par ma demande, et m'a dit de laisser tomber. Ensuite, il m'a entraîné dans son bureau, a fermé la porte derrière nous, et avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a sorti un petit sac et a commencé à faire 2 lignes de morphine sur son bureau. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant, et tout se passait si vite que je n'ai même pas eu le temps de protester. Il m'a tendu une des lignes et m'a dit de la prendre. J'étais complètement déstabilisé. La douleur m'avait tellement affaibli que j'ai cédé, pensant uniquement à me libérer de cette souffrance intolérable. Dès que la morphine a fait effet, j'ai ressenti un soulagement instantané. La migraine s'est estompée, la douleur de ma dent s'est envolée. C'était presque miraculeux, mais en même temps, c'était complètement surréaliste. Pourquoi mon patron avait-il de la morphine sur lui? Et pourquoi me l'avait-il donné si facilement, comme si c'était quelque chose de banal? Les heures qui ont suivi ont été floues. Je me souviens de ce sentiment de déconnexion, de cette étrange légèreté, mais aussi d'une grande confusion. Ce n'était pas normal, et je le savais. Cependant, je n'avais pas vraiment le choix à ce moment-là, et j'ai continué à travailler comme si de rien n'était. 2 semaines plus tard, alors que je pensais que tout était rentré dans l'ordre, mon patron m'a viré. Il m'a renvoyé pour avoir mal fait une pizza, une simple erreur. Après tout ce que j'avais fait, après avoir travaillé des heures interminables et même accepté de rester malgré ma douleur atroce,
c'était ça le résultat. J'étais abasourdi. L'industrie du fast-food m'a pris 2 ans de ma vie. Mais elle m'a aussi donné des histoires de dingue à raconter. En voici une de mes préférées. On me l'a racontée, car je n'étais pas en service ce jour-là. Pour le contexte, cela s'est passé en France. Alors, c'était un après-midi plutôt calme. Le restaurant était bien organisé par notre manager vraiment malchanceuse que nous aimions tous. Elle était toujours celle à qui il arrivait les événements les plus fous, je vous jure qu'elle était maudite. Je vous raconterai d'autres histoires courtes sur elle un jour. L'heure de pointe du déjeuner s'était bien passée, mais n'était pas encore totalement terminée. L'équipe était occupée à préparer le service du soir tout en finissant celui du déjeuner. Tout semblait aller bien. Au comptoir, un homme a appelé une employée et lui a expliqué qu'il avait un problème cardiaque et qu'il avait besoin d'un café. Ne me demandez pas pourquoi ni comment, mais c'est ce qu'il a dit. Ma collègue a gentiment répondu, « Bien sûr, monsieur, cela fera 1,50 €, s'il vous plaît. » Oh là là, comme elle avait tort. L'homme lui a alors dit qu'il était américain, désolé pour les Américains qui lisent ceci, et qu'en tant que tel, il exigeait que le café lui soit offert gratuitement à cause de sa condition. Parce que c'est comme ça en Amérique, donc cela doit être pareil partout. Ma collègue a commencé à paniquer, car l'homme devenait vraiment en colère et lui a poliment dit qu'elle n'avait pas le pouvoir de lui offrir le café. Il a alors demandé à voir la manager, que ma collègue savait être quelqu'un qui ne laisserait pas passer ça. Après une vive dispute avec la manager, il a décidé qu'il allait se servir lui-même et a tenté de passer derrière le comptoir. La manager, qui est assez forte, l'a bloqué, lui disant de reculer avant qu'elle n'appelle la police. Ça ne l'a pas arrêté. Il l'a poussé, ce qui a provoqué l'intervention du chef d'équipe, un grand gars protecteur, qui est venu l'aider. Toute l'équipe s'est arrêtée et a regardé, choquée, alors qu'il essayait ensuite de lui donner un coup de poing. Heureusement, elle a esquivé et il a frappé le mur. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Ils ont réussi à appeler la police et à l'empêcher de faire quoi que ce soit d'autre. Il a été emmené. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Moins d'1 heure plus tard, les employés dans la cuisine ont commencé à s'agiter. La pauvre manager est allée vérifier. Non seulement elle avait failli se faire frapper ce jour-là, mais elle a découvert que ce type idiot avait en fait frappé le bouton d'arrêt d'urgence qui a coupé toute la cuisine. Pendant des heures. Ils ont mis un bon moment à comprendre pourquoi rien ne fonctionnait. Et ils ont dû attendre que les températures remontent pour pouvoir recommencer à préparer des burgers en toute sécurité. Cela s'est passé pendant l'été, au début des années 90. À cette époque, je travaillais dans un grand marché aux puces en plein air au Texas. Ce marché était ouvert du lever au coucher du soleil, uniquement les week-ends, et ce, toute l'année. Ce jour-là, la température dépassait les 100 degrés Fahrenheit, plus de 37 degrés Celsius, avec très peu, voire pas du tout de vent. Mon travail consistait à nettoyer les tables et à sortir les poubelles pour ce qui était considéré comme le plus grand et de loin le restaurant le plus fréquenté du marché. Mon manager, un type vraiment sympa, a dû se rendre dans une autre partie du marché, laissant un autre jeune en charge. Nous avions à peu près le même âge, ce qui rendait la situation encore plus frustrante. Pendant que je nettoyais les tables à l'extérieur, j'avais accès à une glacière avec de l'eau et des petits gobelets pour me désaltérer quand j'en avais besoin. Il faisait une chaleur insupportable, et l'eau était une nécessité absolue. Peu de temps après que le manager soit parti, je suis allé prendre une rapide gorgée d'eau. Mais ce remplaçant, celui qui avait été mis en charge, s'est approché de moi, a frappé le gobelet de mes mains et l'a fait tomber par terre. Avant que je ne puisse lui demander ce qu'il faisait, il a commencé à rire de moi et à me crier dessus pour que je retourne travailler. J'étais sidéré, mais je suis retourné à mes tâches, essayant de ne pas trop y penser. Quelques minutes plus tard, j'ai tenté de prendre une autre gorgée d'eau. Et là, il a refait la même chose. À ce stade, j'étais non seulement en colère, mais aussi épuisé. Je transpirais abondamment et je commençais à avoir du mal à respirer. J'ai fini par prendre une courte pause à l'arrière, à l'abri des regards. C'est alors qu'il est revenu et m'a trouvé. Il a commencé à me hurler dessus, m'ordonnant de retourner travailler immédiatement.
Je sentais que j'étais sur le point de m'effondrer, mais je n'avais pas le choix. Quelques minutes plus tard, le manager est revenu et a vu dans quel état j'étais. Je lui ai tout raconté, chaque détail de ce qui s'était passé. Il m'a immédiatement envoyé chez moi pour que je me repose. Alors que je quittais le marché, j'ai entendu le manager crier sur le type qui m'avait harcelé. J'ai entendu une partie de la conversation où le manager lui demandait pourquoi il m'avait traité de cette façon. La réponse de ce type m'a laissé sans voix, il pensait que je faisais semblant, que j'exagérais mon épuisement. Le week-end suivant, quand je suis revenu au travail, j'ai appris qu'il avait été licencié. Mon manager s'est excusé auprès de moi pour ce qui s'était passé, mais le mal était fait. Cette expérience m'a montré à quel point certaines personnes peuvent être cruelles sans raison apparente. Puisque c'est la saison pour ça, j'ai décidé de partager quelques-unes de mes expériences en travaillant dans un restaurant de fast-food que tout le monde prétend être hanté. Quand j'ai commencé, je pensais qu'ils disaient ça pour faire peur aux nouveaux, mais non. C'est plus une blague interne pour la plupart des gens là-bas, mais il y en a pas mal qui y croient à 100%, et tout le monde entend parler de cette hantise dans les premiers jours de travail. Je ne suis pas sûr de croire pleinement au surnaturel, mais j'ai certainement vu des choses assez bizarres que je ne pouvais pas expliquer et qui ne pouvaient pas être des blagues. Voici quelques exemples. Gardez à l'esprit que l'anglais n'est pas ma langue maternelle, donc je ne connais pas les termes exacts pour certaines choses, mais je vais faire de mon mieux pour expliquer. La plupart des activités se concentrent autour de la salle de stockage. Il y a un escalier qui monte vers un petit espace ressemblant à un grenier, qui est vraiment exigu et rempli de boîtes contenant des articles comme des pailles, des sacs à emporter, etc. Il y a un coin derrière les boîtes que vous ne pouvez pas voir à moins de contourner les piles. De nombreuses personnes, même celles qui ne croient pas d'habitude aux histoires de fantômes, affirment qu'elles peuvent sentir la présence de quelqu'un avec elles quand elles montent là-haut. Moi-même, je l'ai ressenti presque chaque fois que je suis monté. La seule fois où je ne l'ai pas ressenti, c'est quand je suis redescendu immédiatement. Si je reste assez longtemps, la sensation devient si forte qu'on dirait qu'il y a quelqu'un juste à côté de moi. Plus d'une fois, j'ai contourné les boîtes pour jeter un coup d'œil dans ce coin, mais bien sûr, il n'y avait rien. Une manager refuse absolument de monter là-haut depuis qu'elle est tombée dans les escaliers. Elle prétend avoir senti une main dans son dos la poussant. On se moque beaucoup d'elle parce qu'elle est très maladroite et trébuche constamment sur des choses, alors tout le monde dit « Oh, le fantôme t'a encore poussé ». Mais si vous lui parlez, vous pouvez dire qu'elle y croit vraiment. Elle évite même de s'approcher du stockage autant que possible, et si elle doit absolument y aller, elle fait toujours en sorte que quelqu'un l'accompagne. Dans la zone principale où nous travaillons tous habituellement, à prendre les commandes des clients et à gérer le drive, nous avons un écran qui montre les images en direct des caméras de sécurité de plusieurs parties du restaurant. L'une d'elles est, vous l'avez deviné, la salle de stockage. De temps en temps, quelque chose tombe tout seul là-bas sans raison apparente. Il n'y a personne qui pourrait nous faire une blague, sinon on le verrait, et il n'y a pas de vent ni quoi que ce soit dans la pièce. Les objets tombent simplement. Une boîte de ketchup, un pack de bouteilles d'eau, une caisse de coca, ce qui est ennuyeux parce que ça se renverse partout et on doit tout nettoyer. Une fois, une échelle est tombée pendant le service de nuit, vers 4 heures du matin. Nous n'étions que 5 dans le restaurant et nous étions tous ensemble à ce moment-là. Cela a fait un bruit terrible, et aucun de nous ne voulait aller la ramasser. Nous avons fini par quitter nos postes, c'était une nuit tranquille, et y aller tous ensemble, et non, nous n'avons pas trouvé de raison pour laquelle l'échelle était tombée. Le congélateur, accessible à pied, est juste en face de la salle de stockage. J'ai souvent aperçu ce qui ressemblait au reflet d'une personne derrière moi sur la porte, mais ça disparaissait dès que je regardais directement. Celle-ci est un peu moins impressionnante, car ça pourrait juste être mes yeux qui me jouent des tours. Quelques autres personnes prétendent avoir vu l'ombre de quelqu'un passer et ressentir également une présence là-bas, mais je ne peux pas vérifier cela, car je n'ai pas eu cette expérience. Nous avons un ordinateur dans la salle de pause. Si quelqu'un laisse une vidéo YouTube jouer et s'en va, elle se met souvent en pause toute seule. Cela m'est déjà arrivé et je n'ai vu personne entrer qui aurait pu faire ça. J'étais juste allé aux toilettes, et j'aurais entendu quelqu'un entrer. Les affaires des gens changent inexplicablement de casier parfois. Vous mettez vos affaires dans le casier 19 et revenez pour les trouver dans le casier 8. Cela pourrait aussi être une blague,
mais ça a tendance à se produire pendant les heures de pointe, où tout le monde est trop occupé pour aller à la salle de pause et faire des farces. Quand nous réapprovisionnons, nous amenons des choses à l'avant du restaurant, depuis, oui, la salle de stockage, pour nous retourner et constater qu'elles ne sont plus là. Par exemple, nous apportons un pack de bouteilles d'eau, le posons sur la table, ouvrons le frigo, et quand vous allez pour prendre les bouteilles, elles ne sont plus là. La même chose se produit avec les bières, les serviettes, les pailles, etc. Cela arrive trop souvent et à trop de gens pour que ce soit une blague. La première fois que ça m'est arrivé, j'ai pensé que les autres me faisaient une farce, mais c'est arrivé plusieurs fois depuis sans que personne ne soit à proximité pour le faire. J'ai appris à ne pas tourner complètement le dos à ce que j'apporte. Cela se produit aussi parfois avec les commandes, mais pas aussi souvent. Par exemple, vous sortez un Coca, et quand vous allez le mettre sur le plateau, il a disparu. Récemment, depuis que nous avons commencé à travailler avec Uber Eats, nous avons aussi eu des cas de fantômes qui sonnent à la porte. Quand le livreur arrive pour prendre la commande, il sonne à la porte de la cuisine, et nous lui apportons la commande. Souvent, la cloche sonne et personne n'est là. Cela arrive le plus souvent tard dans la nuit, mais c'est assez fréquent aussi en journée. Une collègue prétend avoir vu la porte de la salle de stockage s'ouvrir et se fermer toute seule à plusieurs reprises, mais c'est la seule à avoir affirmé cela, donc je ne suis pas sûr de la croire. Une autre collègue dit qu'une fois, les lumières se sont éteintes dans les toilettes, les lumières là-bas sont sensibles au mouvement, et qu'elle a ressenti la présence de quelqu'un avec elle, mais encore une fois, elle est la seule à avoir dit que cela s'était produit. Je ne vais pas mentir, je pensais autrefois que les hôpitaux étaient les pires endroits où l'on pouvait travailler. Je parle de ce sentiment d'être constamment mal à l'aise, d'avoir la chair de poule. Mais j'ai fini par réaliser que ce n'était pas vrai. Cela fait 1 an que je travaille dans un restaurant de fast-food local, qui est là depuis plus de 30 ans. Je n'avais pas remarqué à quel point cet endroit pouvait être effrayant jusqu'à ces derniers mois. Un jour, vers midi, je décorais quelques-uns des gâteaux que nous vendons à l'arrière. C'était une journée assez calme, ce qui n'était pas surprenant étant donné que c'était un samedi à l'heure du déjeuner. J'attendais aussi que mon cuisinier du jour revienne pour lui demander quelque chose. J'aurais dû vérifier la zone du grill en y repensant. J'étais sûr de l'avoir entendu bouger et faire des trucs près du grill, alors je suis resté à ma place. J'ai aperçu un mouvement du coin de l'œil, mais je l'ai ignoré pour terminer le glaçage du gâteau. J'ai ensuite senti un courant d'air derrière moi, se dirigeant vers la salle de vaisselle, et j'ai entendu quelque chose tomber dans l'évier. Je restais bêtement concentré sur le gâteau, puis j'ai senti le même courant d'air passer dans l'autre sens, revenant vers le grill. Il m'a fallu encore quelques minutes pour finir le gâteau et le ranger. Je suis donc allé au grill pour poser ma question au cuisinier, mais il n'y avait personne. La pièce n'était pas plus chaude, comme elle l'aurait été s'ils avaient cuisiné récemment. Je suis allé à l'avant et j'ai demandé à toute l'équipe si quelqu'un était allé dans la salle de vaisselle récemment. Le magasin est ouvert, donc ils auraient pu traverser la zone du grill pour se rendre dans la salle de vaisselle. Ils m'ont tous dit qu'ils étaient restés là pendant les 10 dernières minutes. C'est à ce moment-là que les poils de ma nuque se sont dressés. J'avais été seul tout ce temps, personne n'avait mis les pieds à l'arrière du magasin pendant que cela se passait réellement. Depuis ce jour-là, je ne fais plus de gâteaux, et j'ai passé le reste de mon service à l'avant du magasin. J'en ai encore des frissons en repensant à cette histoire aujourd'hui. Il y a un restaurant de fast-food qui a été construit juste à côté d'un cimetière dans ma ville natale. Il est réputé pour être hanté. Il a même été présenté dans une émission nationale latino appelée Curio Asie, je suppose que c'est l'équivalent de Extra ou d'une émission de ce genre aux États-Unis. Des caméras de nuit ont filmé des casseroles, des spatules, des tasses et d'autres objets qui volaient de manière inexplicable. Ce restaurant a aussi une aire de jeu d'intérieur où des enregistrements EVP ont capté des voix et des rires d'enfants. Certains employés et clients affirment avoir vu des enfants habillés de vêtements d'une autre époque, certains presque translucides. Je n'habite plus dans cette ville, mais lors d'un trajet, je me suis arrêté pour utiliser les toilettes, car le restaurant se trouvait sur mon chemin vers ma nouvelle maison. Dans le restaurant, il y a 2 cabines. Une plus grande pour les personnes handicapées physiques et une plus petite. Quand je suis entré, j'ai entendu quelqu'un dans la grande cabine.
Les sons étaient ceux que l'on entend habituellement lorsqu'on entre dans des toilettes publiques avec 2 cabines, des bruits de pieds et de vêtements, quelqu'un qui se racle la gorge, etc. Après avoir fini, je suis sorti pour me laver les mains et j'ai remarqué que la personne n'était toujours pas sortie de la cabine, mais je n'y ai pas prêté attention. Alors que je me regardais dans le miroir, j'ai vu la porte de la cabine s'ouvrir puis se refermer, mais personne n'en est sorti. J'ai d'abord pensé que cette personne avait encore besoin d'y rester ou avait peut-être oublié quelque chose. Mais après environ 30 secondes, toujours rien. Perplexe et confus, j'étais sur le point de sortir lorsque quelque chose m'a poussé à retourner vérifier s'il y avait vraiment quelqu'un dans la grande cabine. Lentement et prudemment, j'ai regardé sous la porte, je ne voulais voir que des pieds, pas espionner quelqu'un en train de s'asseoir sur les toilettes, et la cabine était vide. Je n'avais même pas pensé ou rappelé que ce restaurant de fast-food était censé être hanté, donc je n'étais pas entré avec l'idée que quelque chose de bizarre pourrait se produire. Ce qui a vraiment piqué mon intérêt, c'était le fait que je pouvais sentir la présence de quelqu'un dans la cabine à côté de moi, car cette personne faisait des bruits et des sons. Mais ce qui m'a vraiment troublé, c'est quand j'ai vu la porte de la cabine s'ouvrir et se refermer. C'était l'été, et mes amis et moi avions décidé de faire un road trip à travers le Canada. Après plusieurs heures de route, la faim commençait à se faire sentir, et nous étions prêts à nous arrêter n'importe où pour manger. C'est alors que nous avons vu ce fast-food au bord de la route. Le nom sur l'enseigne était étrange, un nom que je n'avais jamais entendu auparavant. Cela sonnait bizarrement, mais à ce moment-là, notre estomac parlait plus fort que notre prudence. En approchant du bâtiment, nous avons remarqué qu'il avait un air délabré. La peinture était écaillée, et les fenêtres semblaient sales, comme si elles n'avaient pas été nettoyées depuis des années. Pourtant, l'endroit semblait animé de l'extérieur, on pouvait entendre des éclats de voix, des rires et des bruits de vaisselle. Cela nous a rassurés, et nous avons décidé d'entrer. Mais dès que nous avons passé la porte, le brouhaha s'est éteint instantanément. Tous les regards se sont tournés vers nous. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur, plongeant la pièce dans un silence glaçant. Les gens qui nous fixaient avaient un air étrange, presque grotesque. Leurs visages étaient déformés, avec des traits asymétriques, des yeux trop grands ou trop petits, des mâchoires qui semblaient mal alignées. On aurait dit que nous venions de pénétrer dans un restaurant réservé à une famille consanguine. L'intérieur du fast-food était tout aussi sinistre. Les murs étaient tachés, le sol collant sous nos pieds, et l'air portait une odeur rance. Malgré l'ambiance, mes amis avaient trop faim pour faire demi-tour. Nous nous sommes donc assis à une table, essayant d'ignorer les regards perçants des autres clients. Nous avons commandé des burgers. Le serveur, un homme au visage couvert de cicatrices, nous a observé d'un air mauvais en prenant notre commande. Nous étions mal à l'aise, mais nous nous sommes dit que ce n'était qu'une mauvaise expérience de service, rien de plus. L'attente s'est faite dans un silence pesant. Les murmures avaient repris parmi les clients, mais ils chuchotaient si bas que nous ne pouvions pas comprendre ce qu'ils disaient. De temps en temps, l'un d'eux éclatait d'un rire étrange, presque étouffé, comme s'il se moquait de nous. Quand nos burgers sont enfin arrivés, leur aspect nous a coupé l'appétit. Le pain était dur, la viande avait une couleur grisâtre, et une odeur nauséabonde émanait de l'assiette. Mais mes amis, affamés, ont pris une bouchée malgré tout. Ils ont aussitôt recraché la nourriture, les visages tordus de dégoût. C'est alors que les rires ont éclaté autour de nous. Les clients se moquaient ouvertement, leurs visages déformés par une joie sadique. L'un d'eux s'est approché de nous, une lueur malsaine dans les yeux, et nous a craché que nous devrions déguerpir et ne jamais revenir dans les parages. Son ton était à la fois menaçant et rempli de dédain. Puis, nous avons vu un autre homme se lever avec un marteau à la main, s'approchant lentement, comme pour nous pousser vers la sortie. Pris de panique, nous avons quitté l'endroit précipitamment, sentant le danger imminent. Une fois dehors, nous avons sauté dans la voiture et pris la fuite sans regarder en arrière. Sur la route, nous avons rappelé la police pour signaler ce qui venait de se passer. Ils nous ont dit qu'ils enverraient quelqu'un vérifier, mais nous n'avons jamais eu de nouvelles. Ce fast-food, cet endroit étrange, semblait s'être évaporé dans l'oubli. Nous n'avons jamais osé revenir dans cette région, et chaque fois que j'y pense, un frisson me parcourt l'échine. Ce road trip devait être une aventure entre amis, mais il s'est transformé en un cauchemar dont nous ne parlons presque jamais.
Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.